Il est 6h30. Le soleil se lève sur les montagnes. On a les chevaux qui sont descendus. C'est pas vraiment des chevaux sauvages parce que je vois qu'ils ont des licoles. Bon, ils sont pas très sauvages, mais ils sont pas trop câlins non plus. J'ai voulu me rapprocher, mais ils baissent les oreilles dès que je suis un peu plus près. Là, il est près de 8h du matin. C'est la même vue, mais avec des couleurs totalement différentes, bien entendu. Le soleil est en train de se lever derrière dans la plaine. C'est magique. Il fait 6 degrés en fait dehors, c'est pas 11, c'est 6. Bon là on a laissé les pépitoïs au spot de ce matin. Eux ils sont partis plutôt visiter la petite ville à côté. Et nous on se lance là donc pour l'ascension, pour aller voir un glacier. Alors je suis pas sûr qu'on voie le glacier à cette période de l'année de près. Je pense qu'effectivement avec la fonte des neiges qui a eu lieu tout l'été, eh ben, on va être assez éloigné du glacier. Mais ça risque d'être une belle promenade parce que je te montre le paysage qui est devant. Comme tu peux le voir, c'est quand même vraiment joli. En plus l'avantage que l'on a c'est que il fait beau par rapport à hier soir. Hier soir on est venu ici avec les véhicules et c'est vrai que le temps changeait, on entendait l'orage un petit peu sur la gauche qui commençait à menacer. Et tout d'un coup, c'est arrivé là, par la gauche, et c'était apocalyptique. On a voulu un petit peu se lancer quand même là sur le chemin. Donc on a fait demi-tour, et on est remonté un peu dans la vallée qui est derrière, pour aller justement se trouver le spot de la nuit. Ah, il y a Steph qui me fait coucou derrière. Là, c'est pas mal. Je suis en vie. Non, c'est une belle rando pour l'instant, ça va, tu vois, on a la rivière. En plus la rivière elle est vraiment exceptionnelle parce que je sais pas c'est quoi le sédiment qui fait ça, mais c'est couleur ocre, rouge ocre, tu vois, rouille, et ça donne un effet vraiment joli. Je sais pas si c'est naturel, tu vois, je crois que oui, mais c'est vraiment joli, vraiment joli. Donc on avance vers le glacier et on a hâte de voir si il y a quelque chose à voir. Voilà, on a rattrapé un groupe de voyageurs qui marche et surtout, regarde qui c'est qui est là. Lui, il a passé la nuit avec nous. Regarde, il a passé la nuit avec nous. Regarde, il est trop mignon. Il vient faire des câlins. Je sais pas s'il est très propre, mais bon. Il veut des câlins alors. C'est un chien quoi. Ça va. Trop mignon. Ah ma chérie. Allez. T'imagines bien que s'il n'y a rien à voir, on est un peu embêté. Pour toi, nous on se sera fait une petite promenade de santé, mais toi on t'a vendu un rêve. Si tu n'y as pas accès, c'est un peu du putaclic. Le glacier Chahara, situé dans les montagnes du Caucase en Géorgie, est l'un des glaciers les plus impressionnants du pays. Il s'étend depuis le mont Chahara qui, culminant à plus de 5200 mètres, est le plus haut sommet de Géorgie. Là on est arrivé au glacier. Donc le glacier, le bout du glacier est ici. Je vais aller voir après comment c'est. Là on voit très clairement la fonte. Hein. On a différentes lignes de crête avec des éboulements récents liés à la fonte du glacier. Et on imagine assez facilement que le glacier allait directement dans la vallée un peu plus bas. Et on le voit bien, le glacier il est vraiment là en fait, c'est lui là. Donc comme tu vois, je suis monté un peu plus haut
Le vent est frais ici. Et là je suis vraiment sur les bords du glacier. Tu vois? Voilà. C'est dinguissime. Je suis sur au pied d'un glacier qui fond inexorablement à cause du réchauffement climatique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce glacier est là depuis des millénaires, mais comme beaucoup d'autres, il recule aujourd'hui sous l'effet du réchauffement climatique. Chaque année, il perd un peu de sa masse, transformant lentement mais sûrement le paysage environnant. Cette région abrite une faune et une flore exceptionnelles, avec des plantes alpines rares et des animaux comme les aigles royaux et les bouquetins, qui évoluent sur les pentes escarpées des montagnes. Ce paysage, tout à la fois puissant et fragile, témoigne de la beauté brute de la région et rappelle l'importance de préserver ces espaces naturels pour les générations futures. Les glaciers, un peu partout dans le monde, sont des indicateurs frappants des changements climatiques en cours. Aujourd'hui, on sait que la majorité d'entre eux fondent à une vitesse jamais vue auparavant. Par exemple, la perte annuelle de masse des glaciers mondiaux a doublé en seulement 20 ans. Dans les Alpes, par exemple, on estime que les glaciers pourraient presque tous disparaître d'ici la fin du siècle, si le réchauffement climatique continue à ce rythme. En Alaska, l'un des endroits où les glaciers reculent le plus vite, la perte annuelle dépasse souvent 1 mètre d'épaisseur. En moyenne, les glaciers mondiaux fondent à un rythme de 335 milliards de tonnes de glace par an, l'équivalent presque de 100 000 piscines olympiques chaque jour. Ce phénomène ne touche pas seulement la biodiversité locale ou les paysages que l'on aime admirer, mais il impacte aussi directement les réserves d'eau douce et contribue à l'élévation du niveau des mers. Quand on arrive à Oujgouli, on commence par un petit détour sur les hauteurs du village. Là, niché dans un cadre tranquille, se trouve un petit monastère. Ça devait être sûrement une sorte de monastère. Rien de tape à l'œil, c'est humble, presque minimaliste. À l'intérieur, on y découvre quelques décorations, notamment des représentations de Jésus et de Marie qui ajoutent une touche de sérénité à l'atmosphère. Puis on descend vers le cœur du village. On passe à côté des fameuses tours Sven qui parsèment le paysage. Elles se dressent, fièrement, témoins d'un passé riche et d'une histoire de résilience face aux défis de la vie en haute montagne. En se baladant dans les ruelles étroites et pleines de charme, on croise de tout. Des maisons traditionnelles, des sentiers un peu boueux et même 2 cochons qui semblent être le maître de lieu. Ah ouais, t'es pas beau toi. Ouh là là, t'es pas beau toi. Ouais. T'es vraiment pas beau. T'es tout abîmé. Imperturbable au milieu du passage. Après cette petite exploration... Et là on va se faire un petit resto. Et je te parlerai d'un autre problème plus tard, mais je crois que j'ai l'alternateur qui est mort. Donc là on va faire le petit resto. Le petit resto c'est comment? Hello. France, Francia. Yes. Francie. La maison là, elle est du 14e siècle. Rends-toi compte. La cuisine est simple, locale et surtout authentique. La particularité, la propriétaire prépare tout directement dans une grande cheminée, donnant une saveur unique à chaque plat. Hey. Bon, on te fait un petit retour là, on sort du village à côté de Oujgouli. On s'est fait un petit resto avec les pépitoy, mais on a un petit souci là, je te dis depuis hier, déjà avant-hier, on a un espèce de petit crack là qui est franchement
bizarre et pas agréable. On sait pas trop d'où ça vient. On a des couinements dans tous les sens. Il couine à l'arrière au niveau, j'ai l'impression que c'est au niveau de la fixation de la benne, donc avec les cylindres blocs. Ok. Et alors là, un nouveau problème aujourd'hui. Voilà, on était sur la route pour revenir vers Ushguli. Et tout d'un coup, parce que je regarde assez régulièrement quand même le niveau de batterie avec l'Orion, notamment voir si tout fonctionne bien, donc je surveille. Et là, tout d'un coup, je vois que l'Orion il est en off, mais pour de bonnes raisons, c'est parce que la batterie moteur est à 12,3, alors qu'on roule, et que le moteur est en route. Si tu as compris comment ça fonctionne, normalement, quand tu roules, ton alternateur il charge ta batterie. Et le but de l'Orion, c'est donc un chargeur DC-DC, et récupère le trop-plein d'énergie que la batterie de cabine, batterie moteur, reçoit pour l'envoyer donc à la batterie cellule. Et là, tout d'un coup, donc il s'est arrêté. Et surtout, je voyais bien que la batterie moteur ne se chargeait plus. Donc j'ai vérifié, j'ai mis le multimètre, arrêté le moteur, redémarré le moteur, rien du tout. Et là, on a été manger. Et quand je suis revenu à la voiture, j'ai donc contrôlé l'état de la batterie. Et l'état de la batterie avait chuté de 12,3 à l'arrêt, quand on s'est arrêté, donc 1 heure plus tôt, à 11,88. Je me suis dit, merde, c'est mort, ça va pas démarrer. Et il a démarré au quart de tour. Là, il a redémarré aussi, mais j'ai pas eu le temps de vérifier le voltage. Rien, je disais que j'ai pas eu le temps de vérifier le voltage, tu as démarré trop vite. Donc voilà, donc là pour l'instant on sait pas, on est perdu en plein milieu des montagnes avec beaucoup de pistes à faire. Et du coup je sais pas vraiment trop comment et quand je vais pouvoir réparer. Voilà, tu vois, il y a l'orage qui arrive derrière. Donc, là on est censé aller faire une piste demain. Alors c'est pas grave, la piste en elle-même ça me fait pas peur, mais c'est surtout qu'il faut pouvoir redémarrer. Et que si je peux pas redémarrer, je suis un peu emmerdé. Voilà. La piste 21, reliant Ushguli à Tsana, est une route qui mélange histoire, paysage et vestiges troublants. La majeure partie de cette piste, autrefois sauvage, est désormais transformée en route bétonnée, ce qui facilite l'accès mais enlève un peu du charme d'antan. Cependant, quelques points d'intérêt marquent encore ce trajet, révélant des histoires fascinantes et parfois inquiétantes. Dès que l'on franchit le col de Zagari, perché à plus de 2600 mètres, le panorama s'ouvre sur des vallées spectaculaires et des montagnes à perte de vue. Ce passage est impressionnant, surtout avec le contraste entre la modernité de la route et la nature environnante. Nous avions prévu de visiter un monastère niché sur ces hauteurs. Malheureusement, des travaux en cours nous ont empêchés d'y accéder. Une déception, mais cela nous rappelle que ces régions sont toujours en mutation, même dans les lieux aussi reculés. En descendant le col de Zagari, nous avons traversé la vallée où se trouve l'ancienne mine d'arsenic. Ce site, marqué par l'exploitation soviétique, abrite encore des ruines des bâtiments abandonnés des mineurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En quittant les lieux, les Russes ont laissé derrière eux des fûts métalliques enterrés sous terre. Aujourd'hui, avec la rouille avancée, ces fûts fuient lentement, contaminant davantage le sol et la rivière Onguri qui traverse la région. L'arsenic, hautement toxique, rend cette zone dangereuse. Il est strictement interdit de se baigner dans la rivière, de boire son eau ou même de s'y promener. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est que nous avons vu un chantier actif où des ouvriers travaillaient sans aucune protection. Ils semblaient ériger un bâtiment qui, selon toute vraisemblance, pourrait devenir un hôtel. Une ironie glaçante face à un environnement si toxique. Après ce passage marquant, nous sommes arrivés à Tsana, un village paisible qui contraste fortement avec la vallée traversée. Pour terminer la journée sur une note plus douce, nous avons décidé de prendre de la hauteur et de trouver un coin isolé et tranquille pour y passer la nuit. Là-haut, le calme était total, offrant une vue dégagée sur les montagnes environnantes. Ce voyage entre Ushguli et Tsana illustre les contrastes de la Géorgie, la majesté de ses paysages, l'empreinte d'un passé industriel et le besoin constant de préserver ces espaces fragiles. Bon, là on est monté derrière Thomas, qui roule un peu fort sur la petite route, et on a un magnifique arc-en-ciel, c'est sublime.
C'est dingue, on dirait vraiment un camp de camping ou un camp de quelque chose abandonné. Mais littéralement abandonné. Là, tu vois, toutes les plaines ont été tondues. Voilà, on a des vaches partout dans le pré. On a donc tout cet espace-là. Tu vois, nous on s'est garé là. Il y a un bâtiment en ruine juste ici. Et derrière aussi, il y a d'autres bâtiments en ruine. Le plus drôle, je crois que c'est ça. Eh, coucou la biquette. C'est trop fort. Je pense que je vais aller faire un tour à l'intérieur de la maison pour rigoler 2 secondes. Ah, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment chelou. Là, les poutres du plancher sont bonnes. Alors, c'est vraiment bizarre. Hein? Je sais pas trop, je t'avoue. Ça, c'est pas commun. Tu vois, on a une biquette qui est juste là. Là, on a une espèce de boucle là, avec des sacrées cornes quand même. Faudrait pas qu'il charge, hein, ce petit con. Et puis, on en a une autre ici. Et elle a fait sa petite crotte. Oh, bah dis donc, tu fais ta crotte? Coquine. Et coucou tout le monde. Bon, tu vois, comme tu le vois, on a remis les polaires. Parce que là, hier soir, donc il faisait à peu près 6 degrés. Avant-hier, on avait 4 dans la nuit, ou 6, je sais plus trop, mais on était à 2000 mètres, donc c'était un peu normal. C'est vraiment une place sympa. On a le lever du soleil juste derrière. Là, ce matin, donc on va faire à nouveau la 21 qu'on a fait hier, mais dans l'autre sens, pour pouvoir rejoindre Mestia. Là, il va falloir que je fasse un gros nettoyage sous le pick-up, parce que il y a quelque chose qui couine énormément. Ça fait un bruit, c'est phénoménal. Il y a un autre bruit qui est inquiétant, ça claque sur des croisements de ponts ou des grands débattements, mais pas toujours, parce que des fois ça peut être aussi un mouvement d'avant en arrière. Donc je sais pas trop, ça claque, un bruit assez métallique, assez fort. Donc c'est inquiétant un peu, mais sur la conduite on sent rien. Et par contre ça couine énormément sur un des cylinder blocks de la benne côté conducteur et celui à l'avant. Donc je vais voir pour nettoyer déjà, voir ce que ça donne avec un gros coup de Karcher. On va nettoyer les lames, on va nettoyer tout le dessous du châssis. On y verra déjà un peu plus clair, ça sera mieux, parce que là quand je vais dessous, je vois pas grand chose, c'est tout sale. Donc on va essayer de faire ça, on va voir si ça atténue ou fait disparaître le bruit, en tout cas du grincement. Et après on verra pour le clac là qui est un peu suspect. Et après on va aller à Adouchy. Donc c'est une région là à côté de Mestia, ça va être un coin sympa. Et on va aller rejoindre un gars qu'on a vu l'autre jour en cellule, un Français, qui s'appelle Eric Legnac et qui voyage avec sa compagne, donc Julia. Donc on va essayer de les rencontrer donc, sur un bivouac pour passer la soirée avec eux. Ça va être sympa. Et peut-être que demain on ira faire une piste très compliquée. Voilà, donc, mais c'est franchement pas sûr et certain parce que la piste est vraiment chaud quoi. Ça monte énormément et ça descend énormément, donc on verra ce que ça donne. Et coucou tout le monde. Bon, un petit peu particulier aujourd'hui, on a récupéré Eric et Julien ici qui sont donc avec leur pick-up, un Hilux comme celui de Pépitoy. Donc là on a Thomas qui est toujours derrière, on va avoir Stéphanie qui prend les photos pour Polarstep. Et là, on va s'attaquer ce matin donc, à la piste numéro 22. La piste 22, c'est 18 km avec une montée d'abord de 9 km et 1200 mètres de dénivelé sur 9 km. Et la descente, elle est encore pire, c'est 1900 mètres de dénivelé positif, de dénivelé du coup négatif pour redescendre, avec donc 12 km seulement de distance. Donc ça risque d'être sympa et c'est beaucoup plus intéressant pour nous d'être à plusieurs. Donc là, c'est un aventurier de chez aventurier. Lui, ça fait 30 ans qu'il fait du 4x4. Aujourd'hui, il s'est mis à faire en cellule. Et là, moi, j'ai mon problème d'alternateur. Donc l'alternateur apparemment est mort. Donc j'en ai profité hier pour recharger la batterie avec la batterie de la cellule. Donc ça, je peux le faire. Donc bon, pour l'instant, ça va. On va voir comment on s'organise encore pour changer ça.
Thomas qui monte. Tu es content mon chéri? Ouais, franchement on est content de faire la 22. Tiens regarde, c'est pas où je gueulis là-bas? Bon bah du coup tout le monde est content. On n'est pas encore au sommet ou on y est? Wow, quasiment. Maintenant c'est à plat donc ça devrait le faire. Ok. En tout cas, super. Vraiment, belle piste, belle équipe. Ben je sais pas mais en tout cas on a suivi. On a suivi le professeur. Hein. Et oui il est parti sur le pont. Il est là Toto là-bas là, il fait son drone, il prépare son drone. Bah oui, il prépare le drone. Mais non c'est vrai que c'est très très joli vraiment. Pour un professeur moi que je fais. Ah tu cherchais le professeur? Ah, ouais. Tournesol. Tournesol. Mais c'est vraiment sublime. La piste numéro 22 nous emmène au col de l'Aptari, un passage mythique culminant à environ 2900 mètres d'altitude, au cœur des montagnes du Grand Caucase. Avec un dénivelé positif de près de 1400 mètres et un dénivelé négatif similaire, cette ascension est un véritable défi pour les véhicules tout-terrain. Cette fois-ci, nous avons roulé en convoi avec 3 véhicules. L'ascension s'est faite progressivement et une fois au sommet, nous avons été accueillis par un panorama absolument époustouflant. Le col offre une vue à 360 degrés sur les plus hauts massifs environnants, dont certains sommets enneigés marquent la frontière naturelle avec la Russie. Le spectacle était tout simplement saisissant. On est à quasi 3000. C'est vraiment très joli. Je pense que ça c'est fermé. C'est fermé. Juste à côté du col, une petite chapelle, modeste, semblait veiller sur les voyageurs de passage. Et comme si cela ne suffisait pas, à peine arrivés, des locaux ont fait leur apparition. Ce qu'ils nous ont montré par la suite était totalement inattendu et restera gravé à jamais dans nos mémoires. Mais pour savoir de quoi il s'agit, il faudra patienter jusqu'au prochain épisode. Merci.
tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.